Bonjour à tout le monde, Géraud Guibert, donc président de la Fabrique écologique. Je vous souhaite tous la bienvenue sur cet atelier des Journées de l'économie autrement, en partenariat avec la Fabrique écologique, qui a pour thème superbe et tout à fait passionnant la démocratie, conditions ou obstacles à la transition écologique. Alors, quelques précisions sur l'organisation de notre atelier. D'abord, évidemment, on est tout à fait désolé, la Fabrique écologique, ça fait maintenant 3 ans qu'il est partenaire des Journées de l'économie autrement, et c'est vrai qu'on a l'habitude d'ateliers extrêmement participatifs, et là, évidemment, par ce format virtuel, on est un peu désolé, mais c'était inévitable d'avoir un certain nombre de contraintes pour que s'instaure un vrai débat autour de ces questions. Et là, donc, le débat aura lieu de la manière suivante. Vous aurez un certain nombre d'interventions sur le diagnostic et sur les propositions, et vous pourrez poser des questions dans la rubrique questions, et à chaque étape de notre discussion, je reprendrai certaines de vos questions que je poserai aux intervenants. Vous avez par ailleurs une rubrique sondage que vous pouvez tout à fait afficher, et nous vous proposons 2 sondages qui vont durer pendant tout le long de l'émission, et on pourra regarder le résultat à la fin de l'émission. La première question qui est posée est la question suivante. Considérez-vous que pour le développement des conventions citoyennes locales pour le climat, avec des citoyens tirés au sort, ces conventions doivent avoir un pouvoir direct des décisions par rapport à celui des élus locaux? C'est un sujet de pleine actualité, puisque vous savez que les conventions locales pour le climat se développent dans plusieurs endroits. Deuxième question qui est évidemment totalement d'actualité, plus maintenant de un temps non négligeable. Considérez-vous que le plafonnement rigoureux du nombre par an de voyages individuels en avion, par exemple 1 par an, constitue une atteinte aux libertés? Voilà, question qui nous ont paru intéressante, sur laquelle vous puissiez vous exprimer et voter. Voilà, avant de commencer, je voudrais rendre un hommage et avoir une pensée pour Philippe Frémaux, l'organisateur, l'inspirateur de ces Journées de l'économie autrement. Nous avions à la Fabrique écologique et moi-même des relations très étroites et très amicales avec Philippe. Et en ce début de conférence, je voudrais, en notre nom à tous, je pense, adresser une pensée à la famille de Philippe et à ses proches, dès lors qu'il a joué un rôle absolument majeur, encore une fois, dans ces Journées de l'économie autrement et dans bien d'autres choses. Je voudrais indiquer aussi que l'organisation du débat est à partir, comme nous le faisons à la Fabrique écologique, à partir d'une note qui a été préparée par un groupe de travail dont vous avez un certain nombre de représentants d'ailleurs qui vont intervenir, et qui a été présidée par Éric Vidalinck. Je remercie beaucoup évidemment Éric et l'ensemble du groupe sur le travail qui a été accompli. Je vous rappelle notre méthode. Cette note est une note qui ouvre des débats. Nous avons déjà mené plusieurs débats dans différents cercles autour de cette note. Et dans cette phase de co-construction citoyenne, vous pouvez très bien, sur le site de la Fabrique écologique, apporter votre pierre au débat, votre volonté d'apporter des amendements, des corrections, des suppressions, ou d'indiquer votre opinion autour de cette note. Et une version définitive de la note devrait être publiée maintenant assez rapidement, sans doute à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Voilà donc quelques éléments autour de cette note. Et donc, c'est à partir de cette note, qui est sur le site de la Fabrique écologique, que nous allons discuter. Alors, un mot simplement d'introduction, et puis je passerai la parole évidemment à Éric pour qu'il présente très très rapidement le travail effectué. Pourquoi est-ce que ce sujet est absolument majeur? Ce sujet a en fait trois composantes importantes. La première composante, c'est évidemment la forme du régime politique, avec 2 notations qui me paraissent absolument évidentes, mais que je rappelle à quel point aujourd'hui les régimes populistes, autoritaires, sont des régimes anti-écologiques. C'est quand même une première chose absolument frappante, la conjugaison de ces 2 catégories. Ça, c'est évidemment le premier point. Et à l'inverse, je dirais, la volonté et les raisonnements d'un certain nombre de responsables ou d'un certain nombre d'intellectuels sur cette idée que la démocratie, parce qu'elle est court-termiste, parce qu'elle ne prend pas en compte suffisamment, en particulier les aspects scientifiques, ne serait pas tout à fait adaptée en termes de régime politique à la transition écologique. Donc ça, c'est un premier niveau de question. Deuxième niveau de question, c'est la question écologique par rapport aux libertés, et donc par rapport à la démocratie en tant que liberté.
évidemment avec l'équilibre à trouver ou la dynamique à trouver entre d'une part des normes comportementales qui peuvent être mal vécues comme attentatoires aux libertés, qui en même temps sont certainement indispensables à la transition écologique, et à l'inverse, la nécessité que la transition écologique soit aussi une transition où se multiplient des initiatives et qui font avancer cette transition. Enfin, la question de la transition écologique et la démocratie pose le problème des formes démocratiques adaptées. On voit bien que les exigences de temps long et d'enjeux planétaires exige aujourd'hui de nouvelles formes démocratiques. Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Il y en a beaucoup d'autres possibles. Et donc, je pense que c'est tout à fait intéressant d'aborder ce sujet aussi pour voir un peu quelles seraient les nouvelles formes démocratiques d'aujourd'hui et de demain pour aborder la transition écologique. Voilà. Et donc, je passe la parole tout de suite à Eric pour qu'il présente rapidement le diagnostic sur la réflexion et le travail conduit. Ensuite, vous aurez deux interventions toujours sur ce diagnostic de membres du groupe de travail, et puis les réactions de deux de nos grands témoins, et puis ensuite je prendrai les premières questions. Eric, donc à toi la parole pour ce premier temps du débat. Merci Zéro, bonjour à tous. Je fais juste une courte introduction en fait pour vous dire un petit peu comment on a travaillé avec les membres du groupe de travail. Donc aujourd'hui, vous avez Irénée qui est là, et Emeline qui font partie du groupe de travail. Il y avait aussi Émidan qui nous rejoindra plus tard, qui était là. En fait, à l'invitation de Géraud, donc on a lancé cette réflexion il y a maintenant 18 mois, un peu plus, parce qu'on commençait à voir dans l'espace médiatique pas mal de propositions qui émanent de scientifiques, personnalités reconnues, mais par exemple Meadows qui dit « Je crains que ce soit compliqué d'opérer la transition écologique en respectant les principes démocratiques ». Donc ça, c'était un peu le point de départ, c'est-à-dire prendre ces propositions-là au sérieux et de regarder qu'est-ce que ça veut dire. Donc on a avancé avec des auditions de plusieurs experts, à la fois des sociologues, des politologues, des spécialistes de machine. L'idée, c'était vraiment d'embrasser largement, de voir un petit peu comment on pouvait décortiquer cette question-là, à la fois sur des dimensions sémantiques, Irénée notamment interviendra là-dessus, sur des dimensions institutionnelles, les rapports entre sciences, politique et population, et la crise du Covid, qui a mis un peu en parenthèse une partie de l'année, une partie de notre réflexion, nous dit aussi des choses là-dessus, et Sylvestre interviendra à partir d'une analyse qu'il a conduit notamment là-dessus. Et donc voilà, ce travail, il est presque finalisé. Aujourd'hui, on met une partie de nos réflexions au débat. La note est plus complète que ce qu'on va vous dire jusque-là, et on va l'enrichir, notamment à partir des enseignements issus de la crise Covid. Mais je voulais juste vous donner un petit peu le contexte sur comment on a travaillé, le calendrier dans lequel on est, qui, du coup, pour les échanges cet après-midi sont insistés sur le fait que les échanges cet après-midi sont importants, notamment pour enrichir notre travail et aboutir à une finale dans ces prochaines semaines. Merci à tous de votre intérêt, déjà, et je passe la parole à Irénée pour... Merci donc Eric. Donc la parole est à Irénée Regnault, je rappelle, qui est consultant, blogueur et fondateur de l'association Le Mouton Numérique. Voilà, si je ne me suis pas trompé. C'est ça. Toi la parole. Tout à fait, merci beaucoup, merci Eric. Bon, j'ai 5 minutes, donc je vais déplier un peu, parce qu'il faut aller vite. Je vais poursuivre sur le cadre général qu'a commencé à étayer un petit peu Eric. Effectivement, on a voulu sortir de cet éternel débat entre démocratie et dictature en ce qui concerne les prises de décision dans le champ du climat et de l'écologie. Donc, démocratie et dictature, et je dirais aussi décision autoritaire versus décision qui ne le serait pas. Donc ça nous permet, mais ça a été dit au début, de balayer la question de la bonne dictature verte qui permettrait de prendre des bonnes décisions. On le voit effectivement que les pays les plus durs ne sont pas les pays qui respectent le mieux les objectifs écologiques. Aussi creuser la question des libertés qui a traversé tout notre propos, d'expliquer que la démocratie, c'est quoi? C'est pas juste un mot, c'est aussi un processus de décision qui repose sur un certain nombre de libertés et de contraintes qu'on se fixe en commun. Comme on dit, il n'y a pas de liberté sans contrainte, donc ça nous a permis aussi de creuser les modes de décision qui permettent de
de se contraindre en commun. Aujourd'hui, on porte une ceinture de sécurité, on sait pourquoi. Ce n'est pas vécu comme une contrainte parce qu'on voit bien l'intérêt collectif. Ce travail, il a aussi permis de passer outre les dichotomies un petit peu simplistes qu'on fait entre ce qui est de l'ordre du démocratique et ce qui ne l'est pas, dans le sens où il y a beaucoup de formes de démocratie, déjà beaucoup de formes, j'allais dire, de démocratie participative, de démocratie directe, indirecte, de schémas institutionnels qui peuvent s'appeler démocratie, tout comme il y a beaucoup de formes d'autoritarisme très différents. Et par ailleurs, il y a aussi des caractéristiques démocratiques dans des schémas autoritaires ou dans des schémas qui ne sont pas spécifiquement démocratiques, par exemple les schémas féodaux, et aussi des caractéristiques autoritaires dans des régimes démocratiques. Donc, en l'occurrence, on le voit très bien en France aujourd'hui, avec des lois liberticides qui sont a priori antidémocratiques. Pourtant, comme on dit, on est bien en démocratie. Schémas autoritaires qui sont d'autant plus gênants que la plupart des nouveaux formats démocratiques qui émergent se font aussi sous la pression de groupes de citoyens. Donc, je pense aux Gilets jaunes qui donnent lieu, entre guillemets, à la Convention citoyenne sur le climat. Je pense à Extinction Rébellion au UK qui donne lieu à la Climate Assembly, l'Assemblée sur le climat un peu de la même manière. C'est parce que ces mouvements se radicalisent d'une certaine manière que se crée quelque chose au-dessus. Donc, si on les éteint, si on les tarit, la question c'est qu'est-ce qui reste pour faire bouger les lignes et les normes. Donc notre but, ça a été aussi de retourner sur la démocratie en tant que processus, et j'allais dire, ces premiers constats-là, ils nous ont permis de faire une sorte de critique en fait, de la démocratie, une critique qu'on fait dans la note, mais qui existe aussi dans la société. Une critique de la démocratie dans ses formes contemporaines, institutionnelles d'abord, mais pas que. Donc, c'est-à-dire, et Sylvestre en parlera tout à l'heure, d'autres formes de démocratie qui permettent d'articuler un dialogue science-société. On a beau être en démocratie, on peut toujours la critiquer pour l'améliorer, en fait. C'est un petit peu ça le sens de notre démarche. Et cette critique de la démocratie, elle nous permet de répondre à la question qui est posée aujourd'hui. Elle consiste à savoir comment on fait avancer les choses pour améliorer justement cette démocratie, pour en comprendre les limites et pour éventuellement les dépasser. Les limites, alors Guéraud les a dit au début, mais je vais revenir dessus un tout petit peu plus précisément. Effectivement, on a un problème de représentativité de certaines populations dans les systèmes démocratiques, dans les institutions aujourd'hui. Donc c'est la fameuse question des 80 km/h, décision prise de façon du coup un peu autoritaire, en tout cas vécue comme telle dans un système pourtant démocratique. On a aussi un souci en termes de qualité des délibérations dans les assemblées où justement les élus délibèrent. En l'occurrence, qualité de délibération qui est déficiente sur des sujets scientifiques qui sont complexes et où on a besoin justement d'une expertise très très forte qui appelle justement des connaissances scientifiques et du temps. Le temps, c'est une autre dimension aussi, évidemment, c'est la fameuse biopie des démocraties, comment on fait pour considérer le temps long dans une démocratie. Donc forcément, notre point de fuite, ça va être toutes ces solutions déjà un petit peu étayées sur les assemblées du futur ou des choses comme ça qui permettent de réfléchir un peu à des échelles qui ne sont pas celles d'une élection qui est renouvelée tous les 5 ans, avec tous les enjeux de réélection que ça pose derrière pour les élus. Et enfin, peut-être une dernière question, mais je ne serai sûrement pas exhaustif en 5 minutes, c'est la capacité qu'ont nos systèmes aussi à affronter leurs propres contradictions internes. En l'occurrence, l'extension de systèmes productivistes qui sont néfastes, une sphère financière qui est sans frein, et puis cette impossibilité à nous-mêmes nous imposer des limites que nous pourrions considérer comme pourtant souhaitables. Donc en conclusion, peut-être juste un point, notre réflexion elle a largement dépassé excusez-moi, le cadre institutionnel. Donc on attaque, si vous voulez, un certain nombre de solutions qui ne sont pas forcément de l'ordre justement des conventions qu'il faudrait mettre en place ou pas, mais aussi du fait d'avoir une presse scientifique, déjà une presse indépendante de qualité, une presse scientifique de qualité, des moments démocratiques aussi en dehors des élections, et puis une justice climatique qui aujourd'hui est de fait insuffisante, peut-être calquée sur ce que commence à faire le Haut Conseil sur le climat ou ces idées d'avoir un procureur des droits de la nature et toutes ces idées sur les crimes d'écocide qui sont actuellement débattus, y compris dans la sphère politique. Donc voilà, et je termine peut-être avec un pas de côté. On a aussi exploré les conditions de possibilité d'émergence de ces trucs-là, parce que tout ça, c'est des belles idées, mais il faut bien que ça soit relayé, j'allais dire, d'abord politiquement par des élus à un moment donné qui défendent, ou des partis politiques qui défendent ce projet politique, et puis aussi par des citoyens qui aient la possibilité, la liberté de se joindre à de tels mouvements et de les défendre
eux aussi de leur côté. Voilà, merci beaucoup. Super, merci beaucoup d'avoir respecté ce temps un peu frustrant, il faut bien le dire, un peu court, mais merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à Sylvestre Huette, qu'on ne présente plus, je pense, qui est journaliste scientifique, pour 5 minutes là aussi. Merci. À toi, Sylvestre. Ok, je vais être aussi respectueux qu'Irénée du temps de parole. Il y a une évidence probablement pour tous les participants à cette discussion, c'est que il n'y aura pas d'action efficace pour diminuer la menace climatique sur nos sociétés et même pour l'adaptation aux changements qui de toute façon sont inéluctables, sans une mobilisation extrêmement forte des connaissances scientifiques existantes pour comprendre l'origine de cette menace et savoir comment y répondre, et sans la mobilisation massive à la fois de technologies bas carbone permettant de sortir de la domination actuelle des énergies fossiles sur nos sociétés et leurs économies, et des transformations sociales, économiques, politiques, éthiques même, profondes, puisque il est assez aisé de constater que les modes d'organisation socio-économique actuels ne sont pas en capacité d'opérer notamment la transition vers des niveaux de consommation dans les pays qui disposent des moyens techniques d'une consommation élevée qui soient compatibles avec les objectifs climatiques. Mais cette évidence, quand on la dit comme ça, peut conduire à sous-estimer la difficulté de sa réalisation. Faire comment en démocratie, avec les technologies et les sciences, c'est probablement un des défis majeurs du XXIe siècle, et le sous-estimer ne peut conduire qu'à l'échec. La nécessité de prendre conscience du fait qu'on peut avoir des opinions différentes sur les organisations sociales, sur les inégalités entre les hommes et les femmes, les inégalités sociales. La démocratie, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, même si on n'a pas les mêmes opinions sur ces sujets. En revanche, la température moyenne de la Terre, ça ne relève pas d'une opinion, c'est un fait. Une quantité de ressources énergétiques, c'est un fait. C'est la nature qui décide de combien il y en a. La puissance d'un moteur et sa capacité à émettre des gaz d'effet de serre, c'est un fait. Un peu modulable si on bouge la technologie, évidemment, mais pas au-delà des possibilités de la physique ou de la chimie. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que le débat sur les politiques qu'il faut conduire pour diminuer la menace climatique, pour être efficace, nécessite que nos sociétés soient capables de faire avec ces faits. Or, est-ce que nous les partageons ? Est-ce que nous partageons les connaissances scientifiques existantes sur ne serait-ce que les bases du changement climatique ou les technologies qui sont en cause à la fois dans cette menace et dans les éventuelles solutions qu'on peut mettre en œuvre ? Si on regarde la dernière livraison de l'enquête annuelle de l'ADEME sur les représentations sociales de l'effet de serre, qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on observe qu'il y a en France 37% des sondés représentatifs des Français qui considèrent que le réchauffement de l'atmosphère dû à l'effet de serre, eh bien, c'est une simple hypothèse sur laquelle les scientifiques ne sont pas tous d'accord. 37%. Et il y a donc moins de 60% des Français qui pensent que c'est une certitude pour la plupart des scientifiques. On est donc en face d'une très forte minorité qui exprime une idée qui est en contradiction avec 30 ans de résultats de la science, ou même 40 ans de résultats de la science, et de diffusion par d'innombrables moyens de ce résultat. Je note d'ailleurs que quand on regarde les résultats de cette enquête, on voit que le pic de doute dans l'opinion publique sur l'effet de serre, c'est l'année 2010, au moment de l'offensive des climato-sceptiques français dirigés par Claude Allègre,
où on est monté à 45% des Français et à peine 50% qui doutent que ça ne soit une certitude pour les scientifiques que le réchauffement climatique est dû à l'intensification de l'effet de serre. Quand on pose la question ouverte aux Français, à quoi est dû le changement climatique, on a 5% des Français qui répondent le CO2, on peut ajouter 2% qui répondent que c'est l'effet de serre en question ouverte. Et on a une énorme majorité qui se contente d'un très vague, c'est la pollution ou ce sont les activités humaines, sans plus de précision. Quand on identifie aussi mal les causes du changement climatique, nécessairement, on est très en difficulté pour promouvoir des politiques efficaces, aussi bien en termes de technologie que en termes d'organisation sociale. J'ai par exemple beaucoup aimé que le Haut Conseil pour le climat, qui est de création récente en France et qui, avec le GIEC, montre à quel point il est possible, quand on met les moyens, de disposer d'une expertise publique fondée sur les connaissances permettant d'aider à la décision à la fois les gouvernants et les citoyens. J'ai bien aimé que les rapports du Haut Conseil pour le climat mettent pratiquement à égalité en termes de présentation la nécessité de réformes sociales allant vers la justice climatique ou de réformes politiques, comme par exemple la nécessité d'obliger les gouvernants et l'Assemblée nationale de vérifier la compatibilité des budgets et des lois avec les promesses que notre pays a fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, le fait que ces réformes à caractère social et politique, qui sont fondées sur une connaissance de sciences sociales, sont d'une importance au moins aussi grande que celles qui sont liées à la physique du climat ou à la technologie qu'on peut utiliser pour subvenir à nos besoins. Donc, il n'y aura pas de démocratie capable d'affronter la menace climatique si on n'a pas des démocraties capables de faire des progrès énormes, vraiment énormes, relativement à la situation actuelle, même dans les pays les plus développés et les plus démocratiques qui soient, ce qui ne pas dire du tout qu'on est à l'optimum, des progrès dans la capacité des sociétés à utiliser les connaissances existantes, les connaissances scientifiques existantes, tant pour identifier les causes de la menace climatique que pour mobiliser les ressources technologiques et aussi les réformes sociales et économiques qui sont indispensables pour y faire face. Merci. Merci beaucoup, Sylvestre. Et merci d'avoir respecté là aussi cette durée de temps. Donc voilà sur les quelques éléments du diagnostic. Il y a beaucoup d'autres choses évidemment dans la note, vous le savez bien. Et donc je vais passer la parole à nos deux grands témoins, leur information de leur présence. Et d'abord à Manon Aubry, qu'on ne présente plus non plus, qui est députée européenne. Merci Jérôme, merci à tous. J'ai le droit aussi de me présenter. Je suis aussi une simple citoyenne engagée, comme vous tous. Non, c'est un débat qui est super intéressant parce que on sent en tout cas que à mesure que la conscientisation sur les questions écologiques progresse, les arguments en face se tournent vers l'aspect démocratique. En fait, faute d'avoir des arguments de fond, maintenant les arguments qu'on nous avance, c'est en gros on est des Khmers verts, c'est un truc assez classique qu'on a quand on fait des propositions ambitieuses en matière écologique. Et c'est un débat d'autant plus intéressant que en plus la gauche a fait une trajectoire aussi, et je pense qu'il faut qu'on apprenne à parler des libertés de manière différente, eu égard à l'urgence écologique. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'est le contrat démocratique est le pendant indispensable à une forme de révolution écologique, et que il faut pas opposer liberté et écologie comme tentent de le faire certains, mais au contraire, les deux vont ensemble, et je pense au moins pour deux raisons. D'abord parce que la démocratie est une forme de contrat social où on abandonne une part de notre liberté pour appartenir à un collectif qui s'impose une contrainte. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une légitimité qui est une légitimité démocratique. En gros, quand on décide collectivement d'interdire le vol, bah oui, forcément, on contraint nos libertés, on ne peut plus aller voler dans les magasins, mais on l'a décidé collectivement, ce d'autant plus que
la contrainte, elle n'est jamais absolue, en théorie, parce qu'en ce moment, on peut se poser des questions, mais en théorie, la contrainte n'est jamais absolue et qu'elle peut être contestée devant des institutions et des cadres qui sont les garants de cette contrainte. Et c'est pour ça que je pense que l'écologie politique, dans un cadre de démocratie républicaine, est une condition de son succès. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, défendre l'écologie, c'est en fait défendre les libertés. Parce que en réalité, le changement climatique, c'est une perte de liberté. Quand on a des ressources qui se raréfient, quand on a des conflits qui se multiplient, ou des terres qui s'appauvrissent, y compris en rendant plus difficile la souveraineté alimentaire, quand on a des catastrophes naturelles qui se multiplient, des millions de gens, des millions de réfugiés climatiques qui sont jetés sur les routes du monde, des milliers de victimes de pollution atmosphérique, en réalité, c'est une contrainte imposée à nos libertés. Et donc, le combat écologique est un combat, je pense, pour préserver les libertés, y compris sur le long terme. Je vous dis tout ça parce que pour moi, c'est un préalable important à expliquer pourquoi la liberté est un outil, une condition et une finalité du combat écologique. Et je ne veux pas être trop longue en intro. L'autre truc que je veux dire, c'est comment, en fait, on a construit nos sociétés dans le sens de la liberté, c'est l'abondance, y compris l'abondance de la production. Et que ça, il faut battre en brèche cette définition de la liberté-là, qui, à mon sens, est fausse, mais qui est véhiculée. On voit Bruno Le Maire, la liberté, pour lui, c'est conduire une voiture, quoi. Et c'est la production de voitures. Mais en réalité, pour moi, le progrès, c'est pas que l'avancée technologique, la production, la croissance, mais c'est aussi une forme de bien-être. Et que la question qu'on doit se poser, c'est pas est-ce que ce qu'on produit est juste faisable ou est-ce qu'il faut produire davantage, mais est-ce que c'est souhaitable? Quelles sont les conséquences écologiques? En gros, est-ce qu'on a besoin d'une meilleure qualité pour regarder nos séries Netflix ou d'une meilleure qualité de passer de la 4G à la 5G? Est-ce que c'est ça notre priorité? Et d'où la nécessité du besoin démocratique. Et c'est là le lien avec la démocratie parce que c'est le rapport avec nos besoins. De quoi avons-nous besoin? Et est-ce que c'est la vision du progrès que nous avons proposé ces dernières années? Et donc, pour moi, on peut réconcilier tout ça dans une définition du bien-être qui garantit à la fois un cadre démocratique, comme je l'ai expliqué au début, et qui, dans un deuxième temps, fait des propositions sur le fond qui allient ça. Parce que là, vous avez parlé beaucoup de méthodes, comment associer les citoyens, mais il y a aussi des propositions de fond qui sont portées, je pense, et je terminerai là-dessus, à la réduction du temps de travail, qui pour moi est un outil à la fois écologique, à la fois démocratique, à la fois défense des libertés, parce que la liberté, c'est pas que de produire, mais c'est d'avoir du temps pour soi. C'est avoir du temps aussi pour avoir moins du tout cuit en bouche et avoir plus de temps de se faire à manger, d'aller voir des producteurs locaux, etc. Et que tout ça, une de manières de le passer, c'est la réduction du temps de travail. Après, on pourra revenir sur les autres outils démocratiques, notamment au sein des entreprises. Mais je trouve ça important de voir comment on peut concilier à la fois la méthode et la finalité de ce qu'on propose. Et je m'arrête là. J'espère que je n'ai pas... Merci, c'est gentil aussi d'avoir respecté le temps de parole. Merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à un deuxième grand témoin, qui est Paul-Jean Coutinx. Je ne sais pas d'ailleurs si on dit Coutin ou Coutinx, mais je prononce le X, peut-être que je me trompe, et qui est responsable de projets dans les énergies renouvelables. Et je lui passe la parole là aussi pour 5 minutes. Bonjour à tout le monde. Le X se prononce en effet. Moi, le prisme duquel je parle, donc c'est le monde des énergies renouvelables et en particulier celui des énergies renouvelables dites participatives. Alors, un mot sur l'organisation qui me porte. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle Copawatt, qui aide à l'émergence et au changement d'échelle de ces dynamiques-là, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté. Et on agit également dans un réseau qui s'appelle Énergie Partagée. Et donc, la mission qui m'a été confiée dans ce débat, c'est d'apporter un regard économique sur la question. Et donc, dans le monde économique, et en l'occurrence celui des énergies renouvelables, comment se pose la question de la démocratie. Un deuxième élément que sur mon prisme, j'interviens principalement sur la filière solaire photovoltaïque,
un peu sur la filière éolienne et moins sur les autres. Alors sur ces filières-là, la question, déjà comment ça se passe, c'est des filières qui ont connu un fort développement via la libéralisation du marché de la production d'énergie. Donc c'est-à-dire que en France, au cours du 19e siècle, un certain nombre d'entreprises ont vu le jour, ont monté des centrales hydrauliques. Il y a eu un certain nombre d'une multiplicité d'entreprises jusqu'aux années 40. En 46, nationalisation avec EDF, et dans les années 2000, à nouveau libéralisation du marché. Et avec parmi les ambitions qu'il y avait, c'était de permettre un déploiement rapide des énergies renouvelables via des incitations réglementaires et financières aux opérateurs économiques. Donc ça répond à l'urgence écologique par rapport à la question qui nous est posée en chapeau. Et en face de ça, on constate, donc c'est notamment le cas dans la filière éolienne, en particulier dans la filière éolienne, le fait que cette méthode peut crisper, avec notamment, on constate dans le développement d'éolien une opposition qui peut être assez virulente, mais qui est aussi pleine de facettes, qui n'est pas forcément uniforme, et qui on constate aussi qu'elle n'est pas uniforme dans le temps et dans l'espace. Elle est pas si forte quand les éoliennes sont là, elle est forte quand les éoliennes vont bientôt arriver, par exemple. Donc ça nous pose la question des enjeux et se dire, mais finalement, qu'est-ce qui se pose comme enjeu pour les territoires d'accueil? Parce que finalement, cette question, dans mon métier, je me la pose sur les territoires d'accueil de ces projets. Et avec un constat premier qui est que ces dynamiques-là viennent généralement d'en haut. C'est-à-dire, voilà, il y a une politique européenne qui se décline en politique nationale avec des opérateurs économiques nationaux, voire internationaux, qui les mettent en œuvre. On parle de projets qui peuvent faire plusieurs dizaines de millions d'euros ou au moins plusieurs millions d'euros et qui s'implantent sur des territoires où la population des communes fait quelques centaines d'habitants et le budget communal peut-être quelques centaines de milliers d'euros, avec un peu de chance. Et où finalement, on n'a pas forcément, on demande pas tant que ça aux personnes qui habitent là, aux personnes concernées, donc riverains, etc., institutions locales. Comment ça se passe, pourquoi, et finalement, où vont les bénéfices du projet. Ces questions-là ne sont pas forcément posées. Et donc, de fait, il y a des moyens importants qui sont amenés, des bénéfices qui ne restent pas, et ça cristallise des frustrations. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut attendre et en quoi ça nous concerne sur la question de la démocratie? Donc, l'échelle, comme je disais, pour nous, elle est locale. Et ce qui peut être attendu de ces projets, c'est des retombées qui peuvent s'exprimer de différentes manières. Alors, évidemment, des retombées financières. Je dis évidemment parce que c'est souvent sous ce prisme-là qu'on voit la question, avec notamment la question du financement participatif. Il y a des plateformes en ligne qui est parfois connue quand on s'intéresse à la question de la participation dans les énergies renouvelables. Donc une question financière, individuelle ou collective, mais également un certain nombre d'autres dimensions. Par exemple, la volonté de produire son énergie. Alors, on pourrait réfléchir longtemps sur ce que ça veut dire produire son énergie, en particulier sur l'électricité qui fonctionne en réseau. Mais en tout cas, ça parle d'une question d'appropriation, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective d'un territoire. La question de faire partie de quelque chose, de faire et d'apprendre, et donc de finalement de se dire, mais l'espace projet de production d'énergie pourrait être un espace de diffusion des connaissances et un espace d'élaboration collective. Donc pour donner un exemple en guise d'introduction, il y a également une autre dimension qui est celle de la résilience là-dedans. Et donc si on va dans la Loire, donc les monts du Pilat à côté de Saint-Étienne, il y a un projet de parc éolien qui s'appelle les Ailes de Taillard. Et donc ce qu'on constate dans ce projet, c'est qu'on a des collectivités locales, donc communautés de communes, parcs naturels régional, des habitants, plus ou moins connaisseurs à l'origine de la question des énergies renouvelables, et puis un opérateur industriel de taille internationale qui a été recruté, on va dire, suite à un appel à projet des pouvoirs publics et des habitants. Et donc ces gens-là sont en train de porter un projet ensemble depuis 8 ou 9 ans. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un certain nombre de changements qui sont intervenus. Alors oui, pour la parenthèse, 8 ou 9 ans dans le développement éolien, c'est un peu long, mais c'est normal. Hein. On parle d'échelles de temps assez longues. Et donc on a constaté des changements à la fois de rachat potentiellement de l'opérateur économique qui a été racheté 2 fois au fur et à mesure du développement du projet, parce que le monde économique, c'est aussi beaucoup de mouvements.
des contraintes fortes, donc notamment un blocage concernant l'armée de l'air a bloqué le projet pendant plusieurs années. Les élections ont fait changer également les élus qui étaient impliqués dans le portage du projet. Et donc ce qu'on constate au bout de ce temps-là, c'est que finalement ce projet tient toujours debout et que ces différentes contraintes et du coup les changements de volonté des acteurs qui ont pu avoir lieu n'ont pas empêché le projet de se poursuivre avec toujours sa dynamique collective dans lequel en fait tout se tient. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'outil démocratique, il permet que dans le temps long, le projet économique précis de développer un parc éolien à cet endroit-là se tient parce que malgré les contraintes, à un moment donné, c'est tel acteur qui va se mobiliser pour répondre à la contrainte X, et à un autre moment, c'est un autre qui va se mobiliser par rapport à une autre contrainte. Et donc là-dedans, pour conclure là-dessus, un dernier mot sur cette question-là, c'est que sur la dimension sur mon métier d'accompagnant, la principale question qui se pose à des acteurs qui veulent œuvrer sur ce champ-là, c'est où place-t-on le curseur, à la fois en termes d'ambition, à quoi on veut participer, qu'est-ce qu'on attend, mais aussi en termes de moyens, parce que finalement, dans un projet économique, se pose la question de qu'est-ce que j'apporte, quel argent j'apporte, quel temps j'apporte, quelles compétences, quelle prise de risque, et donc tous les acteurs doivent se la poser et y répondre pour participer au projet. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, je vais lire quelques questions. Et je propose, puisque je vois que le temps qui avance, qu'on a de toute façon une deuxième partie qui porte sur les propositions. Et donc, je propose que les intervenants de cette deuxième partie, en particulier nos grands témoins, mais tous les intervenants puissent intégrer peut-être dans leur réponse tel ou tel élément qui répondra aux questions qui sont posées. Alors, la première question que je lis, c'est une question sur les conventions avec tirage au sort. Les conventions avec tirage au sort me semblent aléatoires, sans garantie de suivi cohérent des projets. Il faudra des structures de projets avec instance en dehors de tout parti politique et de tout calendrier électoral. Qu'en pensez-vous? C'est typiquement le genre de question qui peut être traitée dans la deuxième partie. Une deuxième question, à vous écouter, on peut conclure peut-être à tort que c'est la Chine avec son système totalitaire qui est le mieux à même dans les années à venir de faire le bond en avant de la transition écologique. C'est une vaste question, on n'a fait que l'évoquer un tout petit peu au début, mais je ne crois pas dans ce sens-là. Mais enfin bon, si quelqu'un veut rebondir dessus, il est le bienvenu. Troisième question, le capitalisme ira au bout de sa logique de pillage et de saccage de la terre avec quelques mesurettes écologiques. Pour cela, il sera tenté d'instaurer des régimes autoritaires pour combattre les contestations. Là aussi, si quelqu'un veut réagir, sauf que peut-être que les pays les plus acharnés du capitalisme souvent sont en train de basculer dans le populisme. Enfin, c'est une vraie question. Et enfin, une dernière question de fond tout à fait importante. La réversibilité du délai électif est-elle compatible avec l'irréversibilité écologique, qui est un vaste sujet qui mériterait sans doute 3 heures de discussion approfondie, mais un sujet absolument passionnant. Voilà, on passe donc à la deuxième partie. Si chacun d'intervenir dans la deuxième partie peut s'efforcer d'essayer de réagir un tout petit peu aux questions qui sont posées. Et donc, je repasse sur cette deuxième partie la parole à Eric. Merci, Géraud. Donc, je vais axer mon intervention sur une partie des pistes qu'on a posées. Vous allez voir, dans notre travail, en fait, on a un peu comme sur notre constat, des éléments qui sont d'ordre de la philosophie politique, des éléments qui sont de la proposition institutionnelle précise, et puis des choses qui sont plus tournées sur la société civile. Donc, par définition, c'est un sujet qui est très vaste. Voilà. Donc, moi, je vais intervenir notamment sur la dimension du projet politique, les questions de philosophie politique, et puis les dimensions institutionnelles. Et puis, Emeline, ensuite, interviendra et complétera sur les parties sur les mouvements citoyens, sur le lien avec la société civile. Donc, moi, ce qui me semble déjà important, c'est de dire en fait qu'une fois qu'on se pose cette question, pour penser des propositions, et qu'on dit en fait que la démocratie est une condition et pas un obstacle, en fait, c'est accepter le fait qu'on ne s'interroge pas seulement sur les fins, mais sur autant les moyens. C'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas sur uniquement notre capacité à vivre dans un espace habitable demain. On s'interroge aussi sur notre envie d'y vivre ensemble.
Et ça, c'est vraiment un point important. Dans les propositions, c'est comment, on ne se pose pas qu'une question biologique. Ça rejoint un peu des questions qu'on a pu se poser sur la crise Covid. La vie, ce n'est pas uniquement la dimension biologique. Et dans la transition écologique, c'est la même chose. On a parlé un peu du concept de transition juste, qui émane dans la littérature scientifique, qui émerge dans la littérature scientifique depuis quelques années, que le HCC, le Haut Conseil pour le climat, a repris, qu'il popularise dans l'espace médiatique, politique et scientifique français. La transition juste, ce n'est pas uniquement les questions d'inégalité, c'est la capacité à permettre aux citoyens de participer à cette transition. Donc ça, c'est vraiment un point important. Pareil, avec l'encadrage, je souhaite rappeler. Donc, une des premières propositions, et après, l'enjeu sera notamment de discuter comment ça peut s'incarner concrètement, mais une des premières propositions, c'est sur le projet politique. Il nous semble qu'il est important d'acter que tout notre appareillage, tous nos outils idéologiques ont été construits dans un contexte d'abondance matérielle, que Manon Aubry évoquait tout à l'heure. On a besoin de sortir de ce lien entre liberté politique et abondance matérielle. En fait, on l'a occulté ce lien-là. On commence à le mettre à jour. Des travaux comme ceux de Pierre Charbonnier, par exemple, récemment, dans un registre philosophique, mais il y a des choses beaucoup plus, on va dire, quantitatives qui montrent ça. C'est-à-dire que notre mode de vie, nos régimes politiques se sont construits en empiétant dans le temps et dans l'espace sur le choix des autres. Donc, quand on parle de notre liberté, en fait, on occulte le fait que notre liberté se fait au détriment de la liberté des autres, dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est, par exemple, c'est la capacité des générations futures à vivre dans un climat stable. On sait que cette capacité-là sera altérée pour eux. Et dans l'espace, c'est par exemple, historiquement, le colonialisme et les empires qui ont permis à certaines démocraties d'émerger dans un contexte donné, mais en s'appropriant des ressources qu'ils n'avaient pas sur leur territoire. Acter de ça, ça nous semble important. Il y a tout un travail de mise en visibilité. Quand Sylvestre, tout à l'heure, évoque des choses aussi concrètes que les budgets climatiques, quelque part, c'est ça, c'est montrer à un moment que derrière des propositions et des projets politiques, il y a une dimension matérielle et quand on en est uniquement au tout début. Donc, il y a à la fois des choses d'ordre philosophique, politique, et ça peut se traduire de manière assez concrète. Sur ce projet politique, la question, en lien avec une des questions qui a été posée, la réversibilité, c'est un point qui semble important aussi. C'est comment on est capable de s'assurer que on préserve le choix, on préserve nos choix futurs, on préserve les choix des générations futures. C'est-à-dire qu'on voit qu'on s'engage notamment dans la transition écologique et pas que sur la transition écologique, mais dans beaucoup de choix techniques, on s'engage dans des choix qui en fait restreignent la capacité à décider de faire autre chose demain. Une fois ces premiers éléments posés sur donc le projet et les éléments de projet politique et les éléments de philosophie politique, qu'est-ce qu'on peut en déduire en termes d'évolution institutionnelle? Probablement qu'il faut penser des modes de participation qui vont au-delà, en gros, de la démocratie, c'est voter une fois tous les 5 ans, et même si de temps en temps on vote pour les élections intermédiaires, parlementaires ou territoriales, c'est probablement pas suffisant. Pour plusieurs raisons, mais notamment parce que la question à laquelle on est confronté de la transition écologique, elle est d'une complexité considérable. Personne n'est capable d'en tenir tout seul tous les tenants et les aboutissants. Donc, ça veut dire qu'il nous faut créer de l'intelligence collective. Et pour ça, il faut, dans les entreprises, permettre aux salariés de mieux participer aux décisions. Dans les territoires, permettre aux habitants et aux citoyens de mieux participer à l'élaboration des politiques publiques. Parce que cette complexité, elle est nouvelle. C'est vraiment un fait nouveau. C'est-à-dire que, comme Sylvestre le disait pas forcément là, mais il a écrit, on n'est plus au temps de Diderot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
avoir quelques grands intellectuels qui rassemblent l'ensemble de nos connaissances et qui maîtrisent l'ensemble de nos connaissances. On est obligé de faire le pari de cette intelligence collective, et du coup, ça veut dire que ça se décline à plein d'échelles et dans plein d'institutions et d'espaces différents. Et parmi les modes de déclinaison un peu récents qu'on voit en France et ailleurs, les deux que l'on cite et qui nous semblent assez prometteurs, c'est notamment le Haut Conseil pour le climat, qui représente, qui incarne un peu ce qui nous semble intéressant à faire pour la médiation entre l'espace scientifique, l'espace politique, la société civile, parce que c'est des sujets complexes et qu'on a besoin de scientifiques qui vulgarisent pour la société, pour les politiques. On a besoin d'autorités indépendantes comme celle-ci. Et comme on l'a dit, on a besoin de toute façon d'intégrer la connaissance, l'expertise citoyenne. C'est travaillé, on a des recherches aujourd'hui qui insistent là-dessus, ce concept de transition juste. Donc, des dispositifs comme la Convention citoyenne pour le climat, et je terminerai là-dessus avant de passer la parole à Émile, sont extrêmement intéressants parce que ça émerge pas de nulle part, ça émerge, comme l'a dit Irénée, de mouvements comme les Gilets jaunes. C'est une des propositions et des réponses à ces mouvements-là. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça fait partie on va dire, des correctifs au dysfonctionnement qu'on a énoncé. C'est-à-dire, on voit qu'aujourd'hui, on a un problème de représentativité. Donc, comment on intègre mieux ces questions-là? Le fait que, par exemple, au Parlement, il y ait plus d'ouvriers et d'employés, est-ce que ça veut dire qu'ils fonctionneraient mieux? En tout cas, ils ne sont pas là. Donc, ça veut dire que ces catégories socio-professionnelles-là sont mal représentées. Et donc, penser des dispositifs qui permettent de mieux représenter l'ensemble de la société, ça nous semble particulièrement important. Et je vais m'en arrêter là. Je pense que j'ai peut-être même été un petit peu long. Je passe la parole à Émile. Merci beaucoup, Eric. C'est toujours pas très passionnant ce que tu racontes, donc tu n'as pas été trop long, pas de problème. Alors, je passe la parole donc à Émilie Baudet, qui est chargée de recherche à l'AFD. À toi, Émilie. Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc vraiment, je vais continuer sur ce que disait Eric pour les questions de participation. Donc, comme Eric le disait, la démocratie, c'est pas juste voter une fois tous les 2, 3, 4, 5 ans. C'est vraiment exercer finalement une forme de pression, ou en tout cas une forme, voilà, montrer qu'on peut manifester son opinion régulièrement à travers différentes instances de participation ou de délibération. Et justement, ces instances, en fait, peuvent être renouvelées, réactualisées par les enjeux écologiques. Donc en fait, la question qui se pose aujourd'hui, pour évaluer un petit peu la température démocratique de nos sociétés, c'est aussi de montrer quelle est leur capacité à appréhender tous ces enjeux scientifiques, ces enjeux écologiques, en les revitalisant et et comment on fait pour les maintenir actuels et comment on fait pour les faire vivre dans la société, pour reprendre les enjeux et les besoins vraiment de formation qu'évoquait Sylvestre. Et du coup, en fait, les débats finalement et les occasions de participation peuvent être très fréquents et émaner vraiment de corps sociaux et d'instances très très variés. Et je prendrai juste quelques exemples. Donc, on a vu que par les Gilets jaunes avait émergé l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne. On a eu bien sûr la Convention citoyenne pour le climat, qui a quand même montré pour la première fois qu'en prenant 150 individus tirés au sort, on arrivait à des résultats qui étaient largement au niveau des experts et qui étaient reconnus par les experts du climat comme étant vraiment les mesures à prendre pour faire avancer les choses. Donc c'est quand même un petit exploit démocratique, il faut le souligner. Après, voilà, il y a d'autres actions qui ont pu être envisagées, donc des actions soit de participation citoyenne directe. Je pense à des mouvements, par exemple, portés par Alternativa et d'autres associations, sur les alternatives territoriales, où vous avez donc des groupes locaux qui se sont constitués, donc depuis 2017, mais qui ont été particulièrement forts donc, au moment des municipales de cette année, pour faire pression sur les candidats, et maintenant, pour tenir cette pression sur les élus, en leur demandant de respecter leurs engagements en termes de climat et d'écologie. Et ces groupes ont quand même réussi à obtenir quelques satisfactions, comme des essais pilotes, notamment à Nantes, à Orléans, où vous avez des essais de pistes cyclables renforcées qui ont été tenus, des réductions, par exemple, de la vitesse dans les centres-villes. Donc, il y a vraiment une forme de participation citoyenne qui peut avoir un effet
hein, lorsqu'elle est vraiment, voilà, lorsqu'elle s'inscrit en tout cas dans des efforts assez collectifs. Et ce que je voulais souligner aussi, hein, c'est le rôle en fait d'autres encore d'initiatives. Je pense notamment au manifeste pour un réveil écologique qui a été porté par les étudiants, qui a permis à plus de 30 000 finalement signatures et signataires de montrer le besoin, hein, ou en tout cas les enjeux portés par les étudiants étaient vraiment au cœur, y compris des préoccupations politiques donc de nombreuses entreprises et de nombreux élus. Et donc tout cela a permis quand même de mettre ces enjeux sur le devant de la scène et de faire réfléchir toutes les instances sur ces sujets. Donc là, en fait, tout ce qui se passe maintenant, c'est comment on passe à l'échelle et comment on parvient à faire en sorte que ces mouvements, ces initiatives citoyennes, souvent très locales, puissent avoir un impact à l'échelle nationale. Parce qu'on oppose trop souvent écologie et État en indiquant que seulement, finalement, ces initiatives très très locales pourraient avoir un impact. Or, non seulement l'État, quelque part, pourrait, ou en tout cas la démocratie, a besoin de l'écologie pour se réinventer et pour entrer dans un cercle vertueux, mais de la même manière, l'écologie a besoin de l'État. Et vraiment, je voudrais insister et peut-être finir là-dessus. Les réponses attendues sont telles qu'elles ne peuvent pas simplement émaner de petits groupes. Il y a un vrai besoin d'avoir une réponse coordonnée, d'avoir un agent tel que l'État qui est là pour garantir que justement toutes ces conditions de délibération, ces conditions de participation citoyenne soient possibles et soient protégées. L'État doit être là comme le garant, le protecteur de ces initiatives, que l'on parle d'initiatives de formation, d'éducation, d'enseignement. C'est fondamental, comme l'a rappelé Sylvestre, pour avoir des citoyens éclairés. Et là, les efforts sont tels qu'ils ne peuvent être menés qu'à l'échelle de l'État pour être véritablement efficaces. On peut prendre également l'exemple des communs, donc de ces modes de gouvernance ou de participation citoyenne qui se développent, et là encore, qui ne peuvent pas se développer sans cadre. Et donc l'État est là pour assurer que ces différentes formes de participation soient possibles et soient pérennes. Et de cette manière-là, hein, l'écologie a en fait besoin vraiment de la démocratie, et quelque part, l'écologie peut être le thermomètre de la démocratie, en assurant que justement ces fonctions de garant et de protecteur soient bien et bien respectées par l'État et par les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux. Donc. Merci beaucoup. Donc, je vais repasser la parole à nos deux grands témoins, peut-être cette fois-ci en inversant si Paul-Jean est là. Non, il n'est pas là, donc peut-être alors en commençant par Manon. Donc Manon, je te repasse la parole sur ces lignes directrices de suggestions, de recommandations, de propositions. Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer avec la première question sur le capitalisme qui va au bout de sa logique. Alors, je vais la relire parce que je la trouvais vraiment très bonne. Le capitalisme ira au bout de sa logique de pillage et saccage de la terre avec quelques mesurettes écologiques, et pour cela, il sera tenté d'instaurer des régimes autoritaires pour combattre les contestations. C'est ça que je trouve intéressant, parce que vu qu'on arrive à l'épuisement des ressources, pour contenir, y compris la contestation liée à l'épuisement des ressources, ceux qui sont les tenants de la liberté sont en train, en fait, d'instaurer des régimes de plus en plus liberticides. Et on peut prendre plein d'exemples pour cela. Évidemment, j'ai la France en tête. Mais on voit que les tenants du libéralisme sont au contraire ceux qui, au fur et à mesure, remettent en cause nos libertés, parce que leur modèle, y compris leur modèle économique, arrive à bout et s'épuise. Et c'est une vraie réflexion à avoir, y compris dans le contexte de la promesse de la liberté qui est faite par les libéraux. Et on voit qu'en pratique, ils sont au contraire ceux qui la détruisent. Ensuite, sur la partie plus modalité de participation des citoyens. C'est vrai, et ça a été dit juste avant par Amine, parfois on oppose la participation locale à la participation nationale. Comme si finalement, il ne pourrait y avoir de participation écologique que localement. Et je pense que ce serait une erreur de penser comme ça, mais ce serait aussi une erreur de les opposer, et qu'on a intérêt à les associer entre eux, à l'échelon national et à l'échelon local, et qu'on a besoin d'un échelon participatif national. De ce point de vue-là, la Convention citoyenne sur le climat, je trouve, est une excellente proposition et une excellente modalité, si tant est
qu'elle va au-delà de juste faire des propositions. Et ça arrive à une autre des questions qui étaient posées sur comment on s'assure en fait qu'il y ait une participation des citoyens et qu'elle ne tombe pas nulle part et qu'il y ait un suivi. On pourrait imaginer par exemple des modalités à la Convention citoyenne sur le climat, de reddition des comptes vis-à-vis du gouvernement à qui s'adressent ces propositions. On a vu là qu'avec les 150 propositions, le gouvernement s'assoit largement dessus, les citoyens sont désœuvrés. Par ailleurs, je les comprends dégoûtés d'avoir participé à un processus qui prend du temps, de l'énergie et qui, in fine, n'aboutit pas à des modifications substantielles. Et donc, on peut imaginer que leur rôle va au-delà de celui de la proposition et qui va du contrôle. Maintenant, on se pose la question de comment on articule leur rôle de tirer au sort avec des gens qui sont élus et donc qui ont une légitimité démocratique pour agir. Et donc, il faut penser cette relation entre eux, mais qui est d'autant plus indispensable qu'aujourd'hui, la démocratie, elle est dans une certaine mesure censitaire à partir du moment où, pour des élections législatives, il y a à peine plus d'un électeur sur deux qui se déplace dans les urnes. Et ce serait trop facile de dire, oui, ils participent, les gens ne vont pas voter, donc c'est leur faute, et donc du coup, tant pis s'ils y participent pas. Il faut réinventer notre démocratie, et je crois que l'écologie est une façon de réinventer la démocratie. Je réfléchis si j'avais noté d'autres trucs sur la discussion. Non, juste un dernier élément de proposition. Quand il s'agit de gouvernance, c'est aussi la gouvernance au sein des entreprises. Ça fait partie de vos travaux et de la note quand je l'ai lu. Nous, un truc qu'on défend au niveau européen, c'est une réforme de la gouvernance des entreprises avec évidemment davantage de place accordée aux salariés, mais pas que. Puis il y a aussi des associations qui ont un intérêt à agir, type associations environnementales, associations de consommateurs, qui peuvent aussi, eux, orienter la direction, y compris d'investissement des entreprises. C'est pas seulement des actionnaires qui ont un intérêt financier de court terme et qui est forcément pas forcément le même que celui d'associations ou de militants écologistes. Et je crois qu'en remettant de la démocratie à tous les étages, au niveau local, au niveau des entreprises et au niveau national, démocratie qui s'entend par participation active des citoyens à tous les échelons de la mise en œuvre, de l'élaboration de la loi jusqu'à la mise en œuvre et à son contrôle, alors on peut aussi faire la démonstration que l'écologie est un enjeu démocratique et au contraire une des manières de renouveler notre démocratie. Et voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Paul-Jean Coutinx. Oui, alors, je vais à nouveau prendre mon prisme des énergies renouvelables participatives pour répondre à cette question. Alors effectivement, là il y a les questions du tirage au sort, de l'autorité qui sont amenées comme pouvant être des réponses à l'urgence écologique et à une manière d'aboutir à des résultats. Moi, ce que je constate dans le monde dans lequel j'évolue, c'est que les changements ils sont apportés, alors premièrement par le volontariat, c'est-à-dire que c'est cet objet socio-technique qu'est la coopérative d'énergie. C'est d'abord un rassemblement de personnes volontaires, que ce soit les habitants, les élus ou encore les opérateurs. Du coup, c'est rendu possible par différentes choses, ce travail volontaire. Il est rendu possible par la connaissance de ce qui peut être fait, c'est-à-dire qu'à la fois les élus et plus généralement les collectivités, incluant les services de ces collectivités-là, ont besoin de savoir que c'est possible de s'impliquer dans un projet de grande taille et que c'est possible de travailler avec des citoyens pour faire de la production. Les opérateurs économiques ont besoin de savoir que c'est possible et que c'est pas le bazar quand on met des gens normaux et pas des professionnels autour de table d'un projet économique. Et les gens eux-mêmes ont besoin de croire que c'est possible de travailler avec des collectivités, de savoir que c'est possible de travailler avec des entreprises industrielles qui peuvent être considérées un peu comme le mal parfois. Et également donc le champ des possibles, de savoir que voilà, il y a des marges de manœuvre, il y a des méthodes. Donc ça c'est une modalité et pour permettre ces actions. Et une autre, au-delà du volontariat, c'est de travailler sur l'évolution du marché qui du coup est un peu national et un peu pas tout à fait national aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une régulation qui s'opère à la fois parce qu'on va inciter au niveau réglementaire, au niveau financier, le fait que pour porter un projet d'énergie renouvelable, il faut certaines conditions, en renforçant les logiques de concertation, mais aussi en fournissant tout simplement des bonus économiques ou une notation dans la manière dont se développent les projets sur proposition de l'État. Mais aussi, par exemple, si on va
si on va aux Pays-Bas, donc il y a une étude de l'école de management de Grenoble qui nous dit que aux Pays-Bas, il est nécessaire pour un énergéticien ou un opérateur économique qui développe un projet significatif d'énergie renouvelable de s'allier avec une coopérative citoyenne locale pour porter son projet. Autrement dit, s'il n'y a pas de démocratie qui est mise en place pour porter le projet, pas de démocratie locale, j'entends toujours, hein, il n'y aura pas de projet parce que le travail local faisant son œuvre, bah, finalement, il y aura une montée au chrono trop forte. Et donc ça, c'est encore un autre aspect que la réglementation, c'est une prise de confiance quelque part par le bas du fait qu'en fait, on peut avoir du poids. Et donc un autre aspect que je voulais traiter, je terminerai peut-être là-dessus, c'était sur donc moi je parle d'un objet qui est la coopérative d'énergie, qui est quelque chose qu'on pourrait se dire voilà, c'est des gens qui se rassemblent autour de chez eux et qui mettent quelques panneaux solaires. Ça effectivement ça pose la question de l'impact global. Moi j'ai envie d'y répondre en prenant pour référence notamment un film que je trouvais intéressant pour un message, qui est le film Après-demain que certaines personnes connaissent peut-être. Et dont un des messages principaux que je trouvais intéressant et qui dit l'initiative citoyenne locale pour avoir un impact a besoin à un moment donné de sa vie de faire le lien avec les institutions, que ce soit les collectivités ou les agents économiques. Et donc là, pour donner deux exemples, et puis je m'arrêterai sur ces exemples, on peut trouver donc dans la région Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'il paraît que c'est quand même là que devaient se tenir les rencontres. Dans le Doubs, on a la Fruitière à Énergie, qui est une entité coopérative basée à la base sur un travail associatif qui finalement aujourd'hui intègre plusieurs dizaines de collectivités territoriales dans sa gouvernance et également fait appel aux outils de financement de la création d'entreprises. Donc c'est-à-dire on est citoyen, on veut faire de la démocratie, mais on va aussi aller chercher ces moyens spécifiques économiques et de liens aux institutions. Et un autre exemple, c'est le cas donc de Jurassic, qui est une société coopérative d'intérêt collectif basée dans le Jura, qui a apporté une contribution citoyenne au développement d'un parc éolien. Ils ont dit nous, le maire a dit on veut participer. Il savait pas ce que ça voulait dire il savait pas ce que ça voulait dire participer. Donc le résultat de ça a été l'achat d'une éolienne, donc c'est quand même un objet quand même assez massif aussi en termes d'investissement, donc 5 millions d'euros d'investissement. Et donc ça, finalement, ils l'ont fait en allant chercher 600 personnes autour, en allant chercher la région qui s'est impliquée, qui s'est mouillée, en allant chercher les coopératives fromagères, donc les acteurs économiques du coin. Et aujourd'hui, c'est plusieurs salariés qui permettent de diffuser cette prise de conscience et cette prise d'action finalement dans un projet en cherchant à promouvoir cette implication ailleurs et en la mettant en œuvre en partageant cette expertise. Merci beaucoup. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Moi, je voudrais, sur la base de vos questions, je ne pourrais pas toutes les prendre, mais poser peut-être à nos intervenants deux types de questions. Je vais essayer de résumer en deux types de questions, mais des questions qui fâchent, avec un peu de sel sur les débats, puisque c'est quand même ça qui est intéressant dans ce genre de débat. Alors, premier type de questions, plusieurs questions posées par Samine Guérin, là. La démocratie est contre réduire la vitesse sur autoroute, alors que c'est pourtant nécessaire pour réduire les pollutions. La démocratie est contre le fait d'augmenter le prix des hydrocarbures, alors que c'est nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Donc, comment vous réagissez à ces phrases et à ces constats? Et la deuxième type de question, que j'adapte un peu, je m'en excuse auprès de l'auteur, mais enfin, c'est inspirant. Est-ce qu'avant de multiplier les innovations utiles de démocratie directe, il ne faudrait pas réformer profondément la démocratie représentative et donner du pouvoir à nos représentants? Alors, je me demande vraiment à ceux qui le souhaitent d'intervenir, mais vraiment en une minute, j'en suis désolé, parce que là, on pourrait en parler 3 heures. Voilà, sur ces deux questions, quel est ceux qui veulent intervenir de nos intervenants? Alors, peut-être juste oui, Irénée. Rapidement sur la question. Je rappelle qu'Irénée, est auteur d'un livre que je vous recommande, qui s'appelle « Technologie partout, démocratie nulle part ». Voilà. Merci. Je t'en prie, vas-y. Un plaidoyer. Oui, sur la question des 130 km/h, en fait, effectivement, quand on regarde, il y a eu des sondages qui ont été faits auprès des Français sur la Convention citoyenne sur le climat. C'est effectivement la mesure qui ne passe pas. Mais il faut bien voir qu'il y a
7 Français sur 10 qui ont entendu parler de la Convention citoyenne sur le climat. Et je crois que le nombre qui sont 61% à être globalement d'accord avec les décisions qui ont été prises par cette convention. En fait, c'est marrant, mais d'ailleurs, je trouve ça, peut-être que ça rejoint d'ailleurs les statistiques de Sylvestre, hein, avec les 40% qui pensent que ça ne se réchauffe pas. Mais du coup, il y a pour moi, c'est plutôt une question d'arbitrage, en fait. Ce n'est pas la démocratie qui est contre les 130 km/h, c'est des gens qui sont coincés dans l'impossibilité de faire autre chose que de prendre leur voiture, et du coup, qui réagissent comme tels. En revanche, ça ne veut pas dire que la démocratie ne peut pas répondre à cet enjeu climatique. Voilà. Merci. Alors, qui d'autre veut réagir sur ces questions? Oui, Sylvestre. Oui, d'abord sur la petite discussion qu'il y a eu sur local, national, État, ce qu'a apporté Emeline là-dessus. Il est absolument nécessaire de s'attaquer à, on peut dire la rénovation, mais je pense que ce n'est pas un bon mot. Il ne faut pas qu'on rénove la démocratie, il faut qu'on invente une démocratie qui soit capable d'affronter les défis du XXIe siècle, qui ne sont pas ceux du XXe. Et donc la répétition ou la simple rénovation, retour à une sorte de passé idéalisé, ne peut pas répondre à cette question, notamment dans la capacité de nos sociétés à utiliser les connaissances scientifiques et les technologies existantes et voire à développer celles dont nous avons besoin et qui n'existent pas encore. L'État et le supranational en Europe, par exemple l'Union européenne, c'est pas seulement une structure qui devrait être là pour garantir le fait que la citoyenneté soit effective au niveau local ou des choses comme ça. C'est tout simplement que ce sont des niveaux d'organisation de la société qui doivent prendre des décisions nécessaires pour diminuer la menace climatique. Je vais prendre 2-3 exemples hyper simples. Si vous voulez diminuer les vols court-courriers en Europe de manière à diminuer l'impact climatique des vols aériens, eh bien, il faut s'attacher notamment à faire fonctionner un réseau de transport ferroviaire alimenté par une électricité décarbonée entre les grandes régions européennes, les grandes métropoles européennes. C'est évident que le niveau d'organisation sociopolitique capable de mettre en place un tel réseau, c'est celui de l'Union européenne. Tout simplement comme quand on a mis en place des réseaux ferroviaires au niveau des territoires, quand on a démarré les chemins de fer, eh bien c'est notamment les niveaux étatiques des États-nations qui ont organisé cela. Donc ça, c'est incontournable. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de solution à la crise démocratique et notamment de la représentation par une sorte d'action par le bas qui, par une opération du Saint-Esprit, transformerait le niveau au-dessus. Non, il faut s'occuper du niveau au-dessus et il faut notamment s'occuper de sa capacité à intégrer les connaissances scientifiques et les technologies et à fonder des politiques sur ces connaissances. Quand vous regardez, quand vous regardez le rapport qu'il y a entre notre Assemblée nationale et ce qui se passe en sciences et en technologie, vous voyez bien que notre Assemblée nationale n'est pas en capacité de faire ce travail. Merci Sylvestre. D'autres veulent réagir, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui veut Manon? Ouais, moi, je veux bien y aller pour dire une chose qui est, à mon sens, essentielle. L'argument qui consiste à dire les Français sont contre réduire la vitesse sur l'autoroute, sont contre la taxe sur les hydrocarbures, c'est faute d'alternative, en fait. Si demain, vous donnez des trajets de train réguliers plus rapides que la voiture, et si demain, vous avez des compensations pareil pour la taxe sur les hydrocarbures, et c'est pour ça qu'en fait le mouvement des Gilets jaunes est né. Et je crois qu'il faut qu'on arrête d'opposer fin du monde et fin du mois, et là c'est un bon exemple. Si les gens doivent changer leurs habitudes, il faut leur offrir des alternatives. Et c'est le rôle de l'État
que d'offrir des alternatives. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la démocratie, mais il faut être ambitieux dans le niveau de proposition qu'on fait. Et sur la deuxième question, sur réformer la démocratie représentative, je crois que c'est une condition sine qua non. C'est aussi pour ça que nous, on se bat pour des changements institutionnels plus profonds, tant au niveau européen qu'au niveau français. Je pense particulièrement à la Ve République, qui, je crois, a fait la démonstration ces dernières semaines qu'elle est à bout de souffle et incapable de traduire les aspirations des gens. Enfin là, je voyais, il y a un article qui vient de sortir sur, ça n'a rien à voir, mais sur la réécriture de l'article 24, il y a une commission qui doit le faire et puis finalement, ils vont pas réécrire. Bref, on est perdu en fait dans ce fonctionnement démocratique qui en fait ne laisse plus la place à la délibération collective. Et donc, en refondant la démocratie, alors on a aussi l'opportunité de laisser davantage de place à l'écologie pour une délibération collective, parce qu'elle sera aussi le fruit d'une réflexion collective, et la Convention citoyenne sur le climat a été un excellent exemple de ce point de vue. Merci beaucoup. Qui d'autre veut réagir? Eric, peut-être? Oui, vas-y. Et peut-être que tu peux conclure, d'ailleurs, s'il n'y a pas d'autres intervenants qui souhaitent prendre la parole. Et je conclurai moi-même d'un mot à la fin. Merci. Je voulais rebondir un peu de manière anecdotique, mais un peu illustrative sur les 130 km/h. En fait, ce 130 km/h, il incarne autant notre capacité à délibérer et à choisir collectivement de se fixer des limites qu'à l'incapacité à aller au-delà aujourd'hui. Donc, il y a deux manières de le lire. Il y a une manière de lire, les gens, non, veulent aller vite en voiture, ils ne veulent pas être contraints, etc. Il y a une manière de lire qui est, mais en fait, on s'est déjà posé des limites, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas, par exemple. Et je pense qu'un point important, c'est de bien mettre toujours les contreparties. C'est-à-dire qu'on va peut-être sacrifier un peu de temps sur la route. Si la contrepartie, c'est globalement un climat un peu plus stable, avec des perturbations, c'est évidemment pas ça qui résoudra tout. Et c'est en ça que c'est difficile. Mais systématiquement mettre des contreparties en face de pertes, en tout cas de ce qu'on qualifierait de pertes. Donc voilà, c'est un peu sous une forme anecdotique, mais je pense que c'est important de se dire, en fait, on sait poser des limites déjà. Et ces limites, souvent, on fait comme si elles étaient tombées du ciel, qu'il n'y avait pas eu des délibérations, des contraintes. Pourquoi on a dit 130, pas 150, pas 110? Bon, voilà, on s'est déjà posé ces questions-là. Et donc, difficile de conclure sur un sujet aussi large. Moi, ce que je veux faire, c'est juste rappeler le fait que la note, elle est encore mise au débat. Donc, sur le site de la Fabrique, vous y avez accès. Vous pouvez venir l'enrichir de vos commentaires et de vos suggestions dans la partie commentaires. On va y travailler avec des auteurs pour aboutir à une version finale et notamment, comme on le disait, enrichir qu'on a connu collectivement ces derniers mois, d'enseignements qu'on peut en fait. En tout cas, merci pour votre intérêt, vos questions. Et Géraud, je vais peut-être terminer. Merci, juste un mot, mais d'abord peut-être le résultat des sondages. Jérémy, moi je ne vois pas les résultats des sondages, peut-être que toi tu les as, ça serait quand même intéressant si on pouvait les donner aux participants. Oui, alors normalement en cliquant sur sondage, vous y avez tous et toutes accès. Et donc à la question, considérez-vous que pour le développement des conventions citoyennes locales pour le climat, il faut que ces conventions aient un pouvoir direct de décision? La réponse est oui à 82%. Il y a 18% des gens qui nous écoutent qui pensent que non. Et pour l'autre question, considérant le plafonnement rigoureux du nombre de voyages individuels en avion, un par an, c'était l'exemple qui était donné, est-ce que ça constitue ou pas une atteinte aux libertés? Là, nous sommes plus partagés puisque le oui l'emporte, mais avec une majorité de 56%. Voilà, donc c'est plus partagé sur la question des vols en avion que sur la question du pouvoir direct de décision pour d'éventuelles conventions citoyennes locales. Merci, je pense que c'est tout à fait intéressant et amusant, les résultats de ce sondage, mais je ne les commenterai pas. Il me reste à rappeler ce qu'a dit Eric, que vous pouvez tout à fait contribuer à la rédaction finale de la note, je vous le rappelle, sur le site de la Fabrique écologique, à remercier nos intervenants tous de leur présence, de leur contribution et les remercier du faible temps de parole qu'ils ont pu avoir, mais c'était un peu inévitable. Je voulais vous remercier à vous tous de votre présence et puis je voudrais remercier évidemment Jérémy et Alternative économique
pour l'organisation de ces journées pour l'économie autrement et leur souhaiter évidemment longue vie compte tenu de la qualité de ces débats que j'ai trouvé personnellement passionnants. Merci, à bientôt, au revoir.